aujourd'hui, vers 2050, on n'aura quasiment plus de banquise dans l'océan Arctique. Bonjour, je suis Michel Soyer et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Mandarin TV dans ce nouveau numéro des mandarins de l'économie et de la culture. Et aujourd'hui, j'ai réussi à attraper au vol mon ami Luc Hardy qui revient de ses nombreux voyages interstellaires et surtout entre l'Europe et l'Asie, dont il va nous parler. Car c'est un grand voyageur, mais avant d'être un voyageur, c'était un étudiant sérieux, un fils de Saint-Cyrien, et un diplômé de l'école centrale. Alors comment est-ce que, quand on est à 20 ans un petit homme gris, on arrive à devenir bleu comme un Touareg ? Ouais. Bonjour Michel, merci pour l'opportunité. Oui, alors c'est une évolution qui s'est faite au fil du temps. Il n'y a pas eu d'épiphanie ou de mouvement brusque, mais ayant un parcours scientifique et puis une curiosité naturelle, de l'ADN breton, toujours eu envie de voyager, d'explorer, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, et toujours avec un œil scientifique, à l'écoute des transformations, de ce qui se passe d'un pays à l'autre, et voilà, sûrement une bonne centaine, voire plus de pays plus tard, et quelques dizaines d'années plus tard, me voici effectivement entre deux voyages. Alors 100 pays, je pense des milliers de photos, de films, on va en parler, mais justement, qu'est-ce qui différencie cet œil de scientifique d'un touriste standard qui va aller faire des jolies photos Instagram, oui. Au Tadjikistan, oui. ou en Chine? Quelle est la différence? Oui. Alors, je ne recherche surtout pas les endroits qui pourrait être Instagrammable un jour, mais plutôt dans des endroits, j'aime bien les endroits méconnus, quand on dit hors des sentiers battus, mais hors des sentiers battus qui sont eux-mêmes hors des sentiers battus, donc vraiment des endroits où surtout il y a des vies humaines qui sont un petit peu oubliées ou dont on ne parle pas beaucoup, que ce soit en Somalie, au Honduras, au Pakistan, et un peu des héros de tous les jours qui font des choses finalement exceptionnelles et qui sont certainement pas des célébrités et qui servent leur pays, leur cause et qui font des choses passionnantes, intéressantes qu'on a besoin de connaître. Alors parlant de célébrité, quand j'ouvre ton livre, on commence par le prince Albert de Monaco. Alors qu'est-ce qu'il fait là, le prince, dans cette histoire? Alors, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques années maintenant et de passer du temps avec lui au palais, de discuter au palais de Monaco, de discuter d'aventures, d'exploration, d'expédition, de sa fondation, puisque le prince a créé une fondation il y a une douzaine d'années qui aide justement ces missions scientifiques, ces missions d'exploration dans un petit peu tous les pays du monde, que ce soit sur des thèmes de glaciologie, d'études des coraux. Et il se trouve que je préparais une expédition en Asie, en fait au nord-est de la Sibérie, de l'Arctique sibérien. Le projet lui a plu et via sa fondation, il a contribué à cette exploration et à ce documentaire que l'on a ensuite présenté pour le 10e anniversaire de la fondation au Palais Grimaldi à Monaco. Et donc quand je lui ai demandé s'il voulait bien préfacer le livre, tout de suite il a répondu présent et je le remercie. Voilà, Alors il n'a pas suivi en bobsleigh? Non, quoi qu'il aurait pu dans certaines de mes aventures, puisque la moitié de ce que je fais est dans la cryosphère, les glaciers, Alors cryosphère, on peut expliquer un peu, parce que tout le monde... c'est le terme, disons scientifique, peut-être un peu pompeux, mais qui regroupe tout ce qui sont les endroits dans le monde où l'eau est gelée. Ça peut être les glaciers, bien sûr, les pôles, l'Arctique, l'Antarctique, voire même le permafrost dans les zones canadiennes, Europe du Nord et Russie. Voilà.
Donc ça, ce sont des endroits que j'aime bien. Historiquement, c'est un petit peu par là que j'ai commencé cette exploration, ces missions scientifiques au Groenland, en Antarctique, dans l'Arctique canadien. Et puis petit à petit, peut-être aussi avec l'âge, j'ai aussi opté pour aller explorer des endroits plus chauds, que ce soit dans le Pacifique, les Caraïbes, de Cuba, Curaçao, Panama, les îles Marshall, etc. Alors qu'est-ce qu'on apprend en rencontrant toutes ces tribus, tous ces hommes qui ne parlent pas la même langue, qui ne vivent pas comme nous, qui nous regardent certainement comme des extraterrestres quand un grand américain, un franco-américain arrive comme ça en disant youpi, je vais faire des photos, je vais vous étudier. Qu'est-ce qu'on apprend et de quoi, je veux dire, se fait cette relation que tu crées avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'on en tire en fait? Alors, dans mon cas, j'y vais pour plusieurs raisons, mais toujours avec un axe, un vecteur scientifique, en tout cas presque toujours. Par exemple, en Sibérie, on parlait d'ethnologie, de glaciologie, également au Groenland et dans l'Arctique canadien. Dans d'autres cas, ça peut être... Alors, il y a des endroits où on ne rencontre quasiment pas de gens. Dans l'Arctique sibérien, quand on est à 1000 km des côtes, on ne rencontre personne. En revanche, quand on est au Groenland, dont on parle assez ces temps-ci, ou dans l'Arctique canadien, on rencontre des gens, des peuples autochtones, dont malheureusement, parfois on se soucie peu quand on est dans son bureau et qu'on fait de la géopolitique. Et en fait, il y a des personnes qui sont là depuis des millénaires, qui vivent, qui ont leurs coutumes et qui ont certainement leur mot à dire sur ce qu'on... Déjà par rapport à comment évolue leur environnement. Ils sont capables ils en savent plus souvent, ces populations indigènes, que les scientifiques qui viennent les voir sur ce qui s'est passé historiquement dans les endroits dans lesquels ils vivent. Donc voilà, toutes ces interactions sont très utiles et bénéficient finalement à la connaissance mondiale, qui est elle-même diffusée via des livres, via des documentaires que je fais donc, via des photographies, des conférences et autres supports. Donc il y a une grande différence entre ce qu'on dit en Occident ou dans les grands pays industriels sur ces pays un peu reculés, ces peuples autochtones, et quand on va sur place les rencontrer et les écouter, ça n'est peut-être pas la même musique. Donc il y a apparemment une grande différence. Et comment utiliser positivement cette différence pour nous, issus de pays industriels? Alors, il y a une différence, et puis il y a surtout une méconnaissance totale. Je me considère assez instruit sur beaucoup de sujets, mais ignorant de tellement d'autres. Je reviens là du Honduras, où nous préparons un documentaire sur les pêcheurs de homards qui pêchent malheureusement dans des conditions déplorables, puisqu'ils ont des vieilles bouteilles d'air pour aller faire leur plongée. Ils plongent beaucoup trop, un nombre de fois trop important par jour. Ils ont des problèmes d'œdème cérébral, d'œdème pulmonaire. Voilà. Moi, je ne savais pas que beaucoup des homards qui sont achetés chez Walmart aux États-Unis, pas pour pointer du doigt quelqu'un en particulier, mais proviennent du Honduras et de ces pêcheurs en particulier qui ont des vies, il faut le dire, assez misérables. Donc, on ne change pas forcément la vie de ces personnes, mais la faire connaître au plus grand nombre, déjà, c'est intéressant, et on s'aperçoit, que ce soit mes modestes travaux ou ceux d'autres, que faire connaître ce genre de situation, au moins certaines personnes peuvent ensuite aider à résoudre des problèmes humains, des problèmes de santé, des problèmes environnementaux. Si on ne connaît pas,
on ne peut pas traiter le problème. Donc c'est là une véritable démarche scientifique, d'aller soi-même observer in vivo, in vitro, un petit peu les deux, sur le terrain, et de voir comment les gens vivent et comment on peut évoluer faire évoluer leur propre vie, mais aussi quelque part la nôtre. Oui. Car aujourd'hui, on est toujours en Occident, dans nos pays, à essayer de chercher le respect mutuel, la préservation de la planète, etc. Mais je voudrais revenir à ce qui m'a frappé chez toi, c'est cet esprit pionnier, c'est-à-dire la fois où tu es parti sur les traces de ce voilier qui est resté dans les glaces. Donc en 1800, c'était quelle date? C'était en 1914, le début de l'expédition Shackleton. Et il y a eu aussi l'expédition de Long que j'ai fait en Russie de 1879. Mais tu penses peut-être à l'expédition Shackleton sur les traces de l'Antarctique, oui, voilà. C'est ça, sur les traces de Shackleton. Où là, étant assez friand d'aventures d'exploration polaire. Évidemment, le nom de Shackleton, ça fait des dizaines d'années que je le connais, qu'il est dans mon écran radar. Et puis un jour, je me suis dit, allez, cette fois-ci, j'y vais. Le centenaire du début de son expédition arrive bientôt. Un bateau à voile, je rappelle. Voilà, c'était un bateau à voile. Alors, dans les glaces. Un petit moteur. Dans les glaces. Beaucoup de glace, effectivement. Et on est parti 6 semaines. Alors, on n'a pas répliqué, évidemment, une expédition qui a duré presque 2 ans et qui était considérablement catastrophique pour lui-même et ses membres, même s'ils sont tous revenus vivants. Voilà, inspiré par cette aventure extraordinaire, on est parti 6 semaines pour aller faire de la glaciologie avec une scientifique du CNRS que j'avais invitée, et puis aussi déployer des bouées dans cette partie de l'océan qui est très peu connue, très peu fréquentée. Et donc, cela a permis de collecter du data qui est ensuite utilisé par des scientifiques. Donc moi-même, bien qu'étant scientifique, je ne fais pas d'études en tant que telles, mais je comprends suffisamment ce qui se passe, je sais mettre en rapport des différents scientifiques avec un projet d'expédition, je sers un peu de conduit, de facilitateur, pour que la science, qui est trop souvent... reste dans des laboratoires ou des papiers scientifiques puisse être simplifié et communiqué pour le grand public. Alors c'est intéressant car la science, pour qu'elle concerne la jeunesse et des gens qui n'ont pas cette carrière scientifique que tu as, eh bien il y a une beauté du monde, il y a une beauté des choses, on le voit souvent dans des sublimes photos dans certains magazines, et toi tu as sorti ce livre qui est extraordinaire, et je trouve qu'à l'intérieur il y a des photos limonaires, j'allais dire, à base de pierres, etc., qui sont pour moi de l'art contemporain. C'est-à-dire, moi j'adore l'art, et je trouve que il y a vraiment des images, la mise en page est somptueuse, des images qu'un artiste aurait pu créer. Et donc c'est vrai que ça nous fait rêver, et ça donne une dimension à ton travail qui nous appelle et qui nous facilite finalement l'ouverture d'esprit, parce qu'on se dit c'est beau. On ne savait pas, parce qu'on n'a aucune raison de voir toutes ces jolies images, parce qu'on n'est pas sur place, et qu'on a besoin de quelqu'un pour nous guider et pour nous faire sentir que la beauté de la Terre, nous habitons la plus belle planète, parce que d'abord on ne connaît pas les autres, y en a-t-il vont habiter, mais cette beauté-là nous appelle à aller un peu plus loin et être un peu dans le plaisir de la découverte, et pas seulement dans le côté rébarbatif peut-être de la science, hein. Et donc tu es une espèce de facilitateur vers la connaissance de la Terre. Oui. Oui, enfin, merci pour c'est mon 6e livre, en fait, et les 5 précédents étaient beaucoup plus un peu journal de bord, des photos figuratifs, journalistiques, scientifiques, aventures, exploration, et là pour changer, mais aussi parce que quand je fais des photos, je suis très attiré très souvent par une texture, une couleur, une mousse, une porte dans une médina. Et donc j'ai voulu
j'ai voulu faire deux choses. D'une part, privilégier ces fragments de voyage, et puis aussi couvrir, pas systématiquement tous les pays où je suis allé, mais un bon nombre de pays où je suis allé, de l'Asie à l'Afrique, l'Europe, Amérique du Sud, Pacifique, etc. Et la beauté, pardon. Non, et la beauté, on la retrouve dans tous les pays. Oui. C'est-à-dire, quel que soit, tu parles d'une porte, d'une accumulation de pierres, de mousse, etc. À la limite, on pourrait tricher et dire qu'on a pris dans un pays ou dans un autre pays. Ça se retrouve. Enfin, tous les pays se ressemblent. La beauté est partout. Tout à fait. Et on pourrait dire, j'ai été aidé par une personne exceptionnelle, Uli, pour le design du livre. Les photos sont mes photos, mais l'artiste, c'est la nature qui était là, que ce soit un pays ou un autre, la Colombie, le Pakistan, la Chine, le Japon. Voilà, donc l'idée c'était de faire un peu un balayage historique et géographique de toutes ces émotions, ces impressions. Il n'y a pas de science particulièrement dans ce livre. En revanche, il y a tout le côté magnifique de la nature. Et comme tu le dis, moi-même, j'ai eu du mal parfois sur telle photo, mais dans quel pays c'était? Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'est une mousse? Est-ce que c'est un mur un petit peu décrépit? Dans quel pays était-ce? Alors c'est bien parce que la beauté, elle parle toutes les langues, puisqu'elle n'en parle aucune, donc ça se regarde, c'est du visuel, et c'est la force de ces visuels, c'est que ça concerne absolument tout le monde, car bon, je dirais pas que la beauté sauvera le monde, j'enlèverai les guillemets, mais alors cette beauté qu'on regarde, est-ce que ça va tous nous interpeller sur l'environnement, cette défense sur laquelle tout le monde travaille depuis de nombreuses années? Est-ce que ça nous donne des arguments supplémentaires pour essayer de travailler, parce que comme tu reviens du bout du monde, là où on ne va pas d'habitude, tu sais des choses, tu as vu des choses, tu es un témoin de ce qui se passe au bout du monde, et quand on parle de la fonte des glaciers, quand on parle de ces peuples autochtones, quand on parle des problèmes d'élevage, des problèmes de vie, des problèmes de survie, de nourriture, etc., de bétail, et qu'est-ce qu'on apprend pour justement, quand on revient dans le bureau du prince Albert de Monaco, Monseigneur, qu'est-ce qu'on doit faire pour sauver la planète? Effectivement, ici, l'idée, c'était de montrer ces fragments de beauté sans... dans des livres précédents, j'ai montré un glacier, voilà, telle année, la limite de front du glacier était ici, 10 ans après, il a reculé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'essayais peut-être un peu trop sinon d'affoler le spectateur, le lecteur, tout au moins de lui faire comprendre un petit peu mathématiquement ce qui se passe. Et finalement, est-ce que la meilleure façon de faire n'est pas, bien que toutes ces façons soient complémentaires, de dire voilà la beauté du monde. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Donc oui, faisons des mesures. Oui, le niveau de la mer monte de 5 mm par an. Oui, disparaissent tous les ans dans tous les glaciers du monde l'équivalent de tous les glaciers des Alpes. Oui, ça c'est intéressant d'avoir ces faits. Mais simplement pouvoir montrer la beauté du monde, comme disait... Cousteau, on protège ce qu'on aime, et en général on aime ce qui est beau, donc en fait ça veut dire que la planète Terre telle que tu l'as prise en photo, tu l'as filmée, c'est un peu chez nous, donc c'est notre maison qu'on doit protéger. Oui, et même si on en occupe pour telle ou telle raison qu'un petit endroit, pour certains en occupent un petit peu plus, parfois trop, et bouge un peu trop. Mais parce que l'homme, on est souvent dans les villes, on est souvent autour des fleuves, on est souvent autour des mers, et on laisse souvent l'intérieur des terres plus ou moins vide. C'est le cas de nombreux pays, la Chine aussi, bien entendu, la Russie forcément, le Canada, ils sont tous en bas, là, vers les États-Unis, en haut il y a pas grand monde. Donc effectivement, on a tendance à dire oui, là-haut, on oublie qu'il y a toutes ces terres que l'on redécouvre aujourd'hui pour ces problèmes un peu géopolitiques, de métaux précieux, métaux rares, terres
durera, etc., etc. Donc quelque part, tu es en train de marcher sur l'avenir, là, sur les endroits où finalement l'homme va devoir aller. Oui, le Groenland, par exemple, j'y étais dès 2006, 2007 et plusieurs fois ensuite. Pas parce que j'avais une vision quelconque, mais voilà, c'est sûr que après avoir beaucoup voyagé, on revient dans des pays qui sont d'actualité aujourd'hui. Hein. J'étais en 2006 dans une mine de zinc tout à fait la plus au nord du Groenland. Voilà, il y a quelques mines qui commencent à se développer au Groenland, comme on sait, et déjà dans ce livre que j'ai fait sur le Groenland il y a presque 20 ans maintenant, je me posais la question, mais est-ce que c'est bien de faire des mines à ces endroits-là, même s'il n'y a que 50 000 personnes dans la plus grande île du monde, est-ce qu'il ne faut pas essayer de gérer ça intelligemment ? C'est-à-dire qu'il y a l'économie et la géopolitique, et puis aussi, voilà, est-ce qu'on a bien réfléchi là où on va mettre les pieds, et est-ce qu'on a envie d'aller faire ça, parce qu'aujourd'hui, dans nos pays, on fait parfois des marches arrière, on revégétalise les villes, voilà, on installe la campagne en ville, et je ne sais pas si c'est bien, mais c'est ce qu'on fait, et on a aussi la ville à la campagne, puisque maintenant, on a des conurbations immenses, un retard, en tout cas en France, par exemple, sur la construction de logements, etc. Donc, il y a l'environnement est en plein boom. Alors, par rapport à, par exemple, Artus Bertrand, comment est-ce que tu te situes? Parce qu'il a aussi fait, lui aussi, des films, beaucoup plus sur les animaux, évidemment, sur des photos aériennes. Donc, toi, tu es plutôt... Oui, alors, justement, d'ailleurs, je l'ai rencontré par hasard dans l'Arctique canadien en 2008. Et, c'est la rencontre de Livingstone, au fond de l'Afrique. Oui. On pourrait le dire comme ça, effectivement. Il était en train de tourner, il cherchait un hélicoptère pour aller tourner des baleines beluga dans ces régions-là, et moi aussi. Et je lui ai piqué l'hélicoptère au dernier moment. Mais d'ailleurs, il a préfacé le livre que j'ai fait à ce moment-là sur l'Arctique canadien. Lui, c'est un des premiers. Quand il a fait, sinon le premier, via la photo, qui a émerveillé le grand public sur la beauté de la terre, de la nature. Hein. Ces livres sont essentiellement des photos de beauté de la nature, de près, de loin, enfin de loin pour commencer. Il n'y avait pas de discours scientifique autour de ces photos, de ces livres. C'est que par la suite que le discours humain, puisqu'il s'est beaucoup intéressé aussi aux êtres humains qui sont dans toutes ces régions, n'est que par la suite que le discours scientifique, environnemental s'est rajouté à cette constatation de la beauté. Oui, il n'y a pas que les pingouins dans le Nord, il y a aussi des Inuits, effectivement, qui ne sont pas en smoking. Et des ours, voilà. Des ours polaires. Des ours, effectivement, plutôt les ours polaires dans le Nord, qui sont, comme on le sait, relativement menacés. C'est pas l'espèce la plus menacée du monde, mais elle est emblématique et quand même en déclin, et surtout ils doivent changer leurs habitudes pour aller manger plutôt malheureusement dans les poubelles des quelques villages que du phoque sur une banquise qui diminue régulièrement d'une année sur l'autre. Donc ce qu'on dit dans les journaux, c'est vrai, on a une réduction terrible du permafrost, réduction des banquiers. Tout à fait, on a un dégel du permafrost, on a une fonte de la banquise, notamment de la banquise d'été, qui diminue. On peut dire aujourd'hui, vers 2050, on n'aura quasiment plus de banquise dans l'océan Arctique, donc au pôle Nord et dans toute la région. Mais alors selon toi, c'est l'homme
où c'est la planète, car Groenland, ça veut dire le pays vert. Ouais. Donc il fut un temps, nous n'étions pas nés, Ouais. où il y a quelques milliers d'années, millions, je ne sais pas, tu me Ouais. le diras, Ouais. apparemment il y avait de l'herbe au Groenland. Oui, il y en avait aussi, il y avait des arbres aussi en Antarctique, hein, on trouve des fossiles d'arbres, donc il y a évidemment ces grandes périodes au cours desquelles le monde a changé. Le Groenland, oui, vers les années 900, 1000. Donc c'est récent, il quand même. semblerait qu'il y ait, voilà, Ouais. il semblerait qu'il y ait eu de la végétation, des arbres. Bon, cela dit, on n'est pas trop sûr. Est-ce que c'était du marketing pour que les Islandais et autres populations conquérantes aillent s'installer là-bas? Mais il y a sûrement du vrai là-dessus. Mais indépendamment des grands cycles centenaires, millénaires, voire de millions d'années, dans ces régions-là en particulier, il est un fait que le Groenland est menacé, comme toutes les régions glaciaires. Et aujourd'hui, le Groenland, la fonte du Groenland, c'est plus de la moitié de la contribution à l'augmentation du niveau de la mer dans le monde. Hein, sur les 5 mm par an, il y a environ 2,5 à 3 mm d'augmentation du niveau de la mer qui provient du Groenland. Donc ça veut dire que un certain nombre d'îles vont devoir déménager, on va monter... Alors je reviens justement également du Panama où on vient de démarrer un documentaire sur des îles Gunayala, qui sont des îles peuplées par des populations autochtones depuis des dizaines d'années, voire des centaines d'années. Leurs îles font en moyenne 1 mètre de haut, donc 1 mètre au-dessus du niveau de la mer. On comprend bien que dans les quelques années, dizaines d'années à venir, ces îles auront littéralement disparu. Et le gouvernement de Panama a commencé un programme pour déménager, sur une base de volontariat pour l'instant, les populations locales vers des petites villes nouvelles sur le continent, ce qui est évidemment socialement, humainement assez compliqué à mettre en place. Mais alors tout ça, c'est la faute de l'homme ou c'est la faute de la planète? C'est un cycle qui nous dépasse? Non, ou c'est nous qui avons dépassé le cycle? Oui, on y est pour quelque chose? Aujourd'hui, la science est à quasiment 100% attribue tous les changements actuels et les accélérations, voire certaines catastrophes naturelles, que ce soit des inondations, que ce soit des incendies, c'est attribué quasi 100% à l'homme, indépendamment des grands cycles climatiques qui existent depuis toujours. Donc, il suffit de regarder les courbes et on voit qu'il nous sommes responsables. Il n'y a pas photo, si je puis dire. Oui, nous sommes responsables de ces changements climatiques, d'où l'intérêt de tous les pays de vouloir agir. Voilà, pour essayer de contrecarrer cette tendance. Mais c'est terrible ce constat quand même. Ouais, tout à fait. Alors j'ai fait aussi récemment un film sur la problématique des sargasses, qui sont ces algues brunes qui flottent au milieu de l'océan Atlantique, qui viennent s'échouer sur les côtes, notamment des Caraïbes, de la Guyane, du golfe du Mexique. Voilà, avec une aggravation qui serait due au changement climatique également. Et dans les films que je fais d'ailleurs, j'essaye aussi sinon de trouver des solutions, de documenter les solutions que des gens, des entrepreneurs trouvent pour essayer de résoudre ces problèmes ou d'atténuer les conséquences que ces problèmes causent auprès des populations locales notamment. Donc tu es en fait un lanceur d'alerte sur l'environnement, mais les pieds sur le terrain, tu sais de quoi tu parles en fait, ce n'est pas juste une position philosophique. Oui, tout à fait. J'espère que je comprends et que je sais de quoi je parle, mais plus un transmetteur, un passeur qu'un scientifique moi-même, même si j'ai suffisamment d'expérience scientifique pour justement, je pense que cette expérience scientifique est importante et presque indispensable pour pouvoir faire la jonction entre le monde de la science et le grand public qui n'a pas toujours
une expérience scientifique lui-même. Alors tout ça, c'est une vie vraiment de rêve. Alors quel est ton prochain voyage, qu'on puisse t'accompagner, même moralement? Alors c'est une vie de rêve pour certains comme moi, ce serait sûrement un cauchemar pour beaucoup de gens, notamment de gens que je connais, puisque les conditions de voyage sont souvent, on peut dire, épouvantables. Là, je reviens on était en mer au Honduras, dans des bateaux qui sont vraiment en très mauvais état. On dort dans des couchettes qui sont plus des cercueils qu'autre chose. Panne de diesel en pleine mer. Bon, c'est pas... Somalie sont des conditions très difficiles, parfois des problèmes de sécurité. Al-Shabaab au Somalie, au Congo, où j'étais récemment pour un film sur justement les métaux type cobalt pour développer les énergies dites vertes. Voilà, situation très... Alors on va où maintenant? Alors c'est quoi le prochain voyage? Alors les prochains voyages de type exploration, expédition dans les stans, c'est-à-dire le Tadjikistan, Kirghizistan et Kazakhstan cet été, notamment au Tadjikistan pour aller documenter plusieurs sujets, dont un sujet sur des transhumances verticales dans ces pays-là, et puis d'autres sujets dont on... Eh bien, merci, on attend tes cartes postales en tous les cas. Oui. Merci, mon cher Luc Hardy, et je te dis à très bientôt au bout du monde. Merci, Michel, un plaisir.